Bonjour à toutes et à tous. Je suis Robert Barouki, je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris et je dirige une unité INSERM axée sur la toxicologie. Je travaille depuis des années sur la relation entre l'environnement et la santé. Je suis très heureux de vous parler d'Exposome aujourd'hui. Je vais donc commencer par une introduction très rapide sur ce que c'est que l'environnement et j'aime toujours démarrer en rappelant que l'environnement, ce n'est pas uniquement ce qui est mauvais comme une catastrophe industrielle ou alors le smog à Pékin il y a quelques années ou ce qui peut contaminer notre alimentation que vous voyez en haut, mais l'environnement, c'est aussi ce qui est positif et il y a des arguments sanitaires, épidémiologiques qui prouvent que des espaces verts en bas à droite, des espaces bleus en bas à gauche et puis un univers, disons, social agréable ont des effets positifs sur la santé. Malgré tout, on va surtout parler de pollution aujourd'hui et donc on va plutôt parler sur ce qui peut atteindre la santé, ce qui peut contaminer l'environnement et donc avoir un impact négatif sur la santé. Il y a dans la définition de l'environnement, ça peut recouvrir un certain nombre de choses. Dans une définition très large, il s'agit de l'environnement chimique, les contaminants, l'air intérieur et extérieur, on va parler surtout de ça, l'environnement physique, radioactivité, ondes électromagnétiques, les déséquilibres alimentaires, l'environnement biologique, bien sûr, de nos jours avec les virus, mais aussi le stress psychologique, le stress socio-économique et les interactions entre ces différents facteurs de stress. Donc voilà une liste un peu des facteurs négatifs et l'impact sur la santé de l'environnement est multiple. Vous avez ici une liste qui peut faire peur. Alors, il ne faut surtout pas penser que je suis en train de vous présenter des pathologies qui ne sont dues qu'à de la pollution ou des problématiques environnementales. C'est une liste de pathologies pour lesquelles l'environnement a été, à un moment ou à un autre, impliqué comme étant un des facteurs déclenchants, un des facteurs et pas évidemment le seul facteur. Donc, vous avez des cancers hormonaux ou non hormonodépendants, les problèmes de fertilité, les maladies neurodégénératives, mais aussi et peut-être surtout le développement neurologique, neurocomportemental de l'enfant, les problématiques d'obésité avec l'épidémie d'obésité que nous connaissons et des maladies métaboliques, ainsi que les maladies cardiovasculaires et respiratoires et tout ce qui est maladies auto-immunes et allergies et maladies du développement. Donc, c'est une liste très longue. Pratiquement toutes les maladies chroniques sont impliquées. On ne peut pas dire à ce stade quel est le pourcentage de l'implication de la pollution dans chacune de ces maladies, mais c'est très important. Donc, c'est un sujet important et il est important d'essayer de relier les facteurs environnementaux avec un impact sur la santé. Je vous présente maintenant une diapositive. Alors, en se focalisant momentanément sur les substances chimiques, une diapo qui est parue dans la publication récente de la Commission européenne sur la stratégie sur les substances chimiques et pour la durabilité, pour sustainability, comme on dit en anglais. Donc, c'est une stratégie sur les substances chimiques publiée par la Commission européenne. C'est fondamental. Je crois que l'Europe fait beaucoup d'efforts là-dedans et le Green Deal est un événement hein, pour nous et pour le monde. Mais dans cette stratégie, il y a cette figure qui montre que nous sommes entourés de très grand nombre de substances, on va dire 100 000 substances sur le marché, les chiffres peuvent varier, ça dépend du tonnage, mais sur 100 000 substances, il y a 500 substances pour lesquelles on sait beaucoup de choses. Ce sont celles dont on va souvent parler, hein, les bisphénols, les dioxines, les retardateurs de flamme, etc. Il y a 10 000 substances pour lesquelles on connaît bien un aspect, par exemple l'impact sur le cancer, et on ne connaît pas grand-chose sur le reste. Puis 20 000 substances pour lesquelles on sait un peu de choses, et puis 70 000 substances pour lesquelles finalement on ne sait pas grand-chose. Donc c'est un domaine qui reste encore à explorer. Il y a une vraie nécessité de recherche dans ce domaine, et je ne parle pas là des mélanges entre ces différentes substances. Là, vous imaginez que les chiffres deviennent astronomiques. Donc il y a un véritable besoin de recherche dans ce domaine et de l'approfondir. Et pour faire de la recherche, il faut partir d'un certain nombre de concepts. Alors, le concept dont on va parler aujourd'hui, c'est le concept d'exposome. Avant de vous dire exactement ce que c'est, je voulais simplement
vous montrer la cinétique, si vous voulez, de ce concept. Il est né en 2005, donc il a 15 ans à présent, on est en pleine puberté. Il est né grâce à Chris Wilde, qui est le directeur, qui était à l'époque, en tout cas, le directeur du Centre international de recherche sur le cancer, qui a voulu trouver un équivalent du génome, si vous voulez, dans le domaine du cancer. Et puis, pendant quelques années, il ne s'est rien passé, rien, personne n'a cité cet article. Et puis, au bout de quelques années, 4-5 ans, les États-Unis, l'Europe se sont dit, c'est un concept qui peut être intéressant. On lançait des appels d'offres et vous voyez ensuite toute une série de travaux, notamment européens et américains, dans le sujet qui ont permis de faire avancer le concept. Et je vais surtout m'attacher aujourd'hui à vous décrire certains de ces programmes et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans un projet de recherche sur l'exposome, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors qu'est-ce que c'est l'exposome? Donc, Chris Wilde l'a proposé. Aux États-Unis, on va appeler ça the Wild concept parce que c'est tellement large parfois que ça peut être un peu surprenant. Donc, Chris Wilde a défini l'exposome comme étant toutes les expositions environnementales, chimiques, physiques, mais même psychologiques, socio-économiques, et tout au long de la vie. Donc, il y a deux aspects. Toutes les expositions, donc on analyse l'ensemble, mais aussi tout au long de notre vie. Et donc, c'est un concept évidemment très large qui regroupe beaucoup de choses. Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir un peu le décliner de manière plus praticable pour la recherche et pour la décision publique. Et souvent, quand quelqu'un lance un concept, eh bien, il y a d'autres collègues qui viennent le préciser ou l'orienter dans un sens donné. J'en ai prévu quelques-uns ici. Donc, Rapoport et Smith ont surtout insisté sur l'aspect analytique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut déterminer à partir, par exemple, d'un examen de sang de toutes les petites molécules ou les protéines qui peuvent être présentes dans du sang, des petites molécules dans les urines. Et donc, à partir de là, tout ce qu'on peut arriver à déduire. Il y a une vision toxicologique avec Gary Miller qui, lui, c'est un toxicologue, donc a insisté sur le fait qu'il n'y a pas que les expositions, mais dans le concept d'exposome, il y a aussi les impacts, les réponses biologiques qu'il faut aussi aller regarder. Vision typique d'un toxicologue. Et enfin, la vision éco-toxicologique, où on a parlé d'éco-exposome. Et en réalité, on a beaucoup insisté sur les interactions multidirectionnelles entre les écosystèmes d'une part, les organismes vivants, l'homme en particulier, et donc des interactions évidemment dans les deux sens. Et donc, ça rappelle un peu ce qu'on appelle One Health, une seule santé. Donc voilà des déclinaisons un peu du concept. Je voudrais montrer ici le fait que l'exposome est surtout étudié dans une vision populationnelle, plutôt dans des études épidémiologiques, pas uniquement, mais quand même dans ce cadre-là, mais que l'espoir à terme, c'est que en mieux comprenant l'exposome dans son sens très général, en comprenant aussi le génome, qui est son complément, si on veut dire, et d'autres impacts comme l'épigénome ou le microbiome, qu'on ait une vision suffisamment importante des facteurs qui vont impacter un individu et la santé d'un individu, et que finalement l'exposome puisse être utilisé pour donner des conseils à un individu, éventuellement passer carrément dans la clinique. On n'y est pas, mais c'est un peu l'espoir, c'est d'arriver à ce niveau-là. Alors, pour vous parler d'exposome, plutôt que, je dirais, de lister des grandes considérations, je vous propose ici une liste des grands programmes européens et américains sur le sujet. Il y a 3 programmes qui sont déjà finis sur l'exposome en Europe, Exposomix, ELIX et YILDS. Il y a un nouveau cluster de 9 projets qui vient d'être financé cette année, donc 9 projets sur l'exposome qui vont permettre d'améliorer les choses. Il y a un projet qui est sur le biomonitoring, qui est lié à ça, qui s'appelle HBM4U et qui va se poursuivre avec son complément de toxicologie dans le cadre d'un partenariat qu'on appelle PARC. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les mélanges. Et aux États-Unis, je vous parle d'Hercules, donc Hercule, et puis d'autres programmes, mais l'intérêt de mentionner Hercule, c'est que ça reflète une vision américaine un peu différente de la vision européenne. Hercules est surtout une plateforme analytique qui sert des études épidémiologiques faites par d'autres personnes. Donc là, en réalité, même des études épidémiologiques qui n'avaient pas pour but d'étudier l'exposome dans son ensemble peuvent utiliser cette plateforme pour aller un peu plus loin
et avancer dans le champ de l'exposome. Donc, des différences entre la vision américaine et la vision européenne. Donc, les grandes règles de la recherche sur l'exposome, c'est avoir une vision holistique et multidisciplinaire, bien entendu. C'est complexe, il faut l'admettre, mais il faut en fait pouvoir avancer de manière réaliste avec ce qu'on peut, associer les effets de plusieurs expositions, euh, intégrer des effets à long terme, s'intéresser à différents types d'expositions, y compris les mécanismes d'action, tester les impacts des associations entre plusieurs expositions et évidemment penser aux écosystèmes et à leur impact sur la santé humaine. Premier exemple, le programme HEALS qui s'est terminé et j'insiste surtout sur le côté modélisation. Alors, que montre HEALS? Quels sont les outils utilisés par HEALS? En haut à gauche, vous voyez surtout des outils comme des capteurs ou des satellites ou des capteurs environnementaux ou des capteurs personnels qui vont permettre de donner beaucoup d'informations sur le climat, mais sur aussi tout ce à quoi nous sommes exposés. Ça peut être des capteurs de bruit, de poussière, ça peut être des produits chimiques. Donc, on a énormément, et il y a un grand développement sur les capteurs. En haut à droite, j'insiste sur la modélisation dans HEALS, c'est-à-dire une fois qu'on sait ce qui se passe dans l'environnement, quel est l'impact sur l'homme, mais on fait aussi dans les populations humaines beaucoup d'études sur les aspects analytiques, donc tout ce qu'on peut doser, donc les contaminants qui sont présents par exemple dans le sang. On complète avec des études épidémiologiques et enfin avec des études mécanistiques, toxicologiques, qui permettent d'améliorer la notion de causalité. Donc, voilà un exemple de ce qui est fait de manière réaliste dans une des cohortes. On s'intéresse au couple phtalate et métaux lourds. On va faire donc une étude de cohorte, de l'épidémiologie moléculaire, de la cinétique chez l'homme, des études in vitro, et on va ensuite intégrer tout ça et conclure. Et l'exemple que je vous montre indique les choses suivantes, c'est que ce mélange phtalate et métaux a été associé dans la cohorte à des problèmes de neurodéveloppement. En faisant des études de métabolomique chez les personnes impliquées, on a montré que le métabolisme mitochondrial était sans doute impliqué. Pardon, je reviens en arrière. Donc, et en faisant des études expérimentales, on a montré en effet que les phtalates, le couple, les phtalates et les métaux, ensemble, affectaient bien dans des systèmes in vitro le métabolisme mitochondrial. Donc, ça a renforcé cette voie en fait du métabolisme mitochondrial comme étant le médiateur des effets sur le neurodéveloppement. Le programme HELIX est un programme très axé sur les cohortes mère-enfant et où il y a eu beaucoup de statistiques qui ont été développées. Les cohortes mère-enfant, donc c'est le concept DOAB, Developmental Origin of Health and Disease, c'est-à-dire ce qui nous affecte pendant la vie fœtale ou aux premières années de la vie peut se révéler beaucoup plus tard dans la vie. Il est évident que le mécanisme là est très important, j'y reviendrai. Donc, des expositions chimiques, physiques ou même psychologiques dans ces premières étapes de la vie peuvent ne rien donner immédiatement, mais se révéler beaucoup plus tard comme une augmentation de risque de maladies métaboliques, cardiovasculaires ou psychologiques. Donc, dans HELIX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé toutes les cohortes, enfin, la plupart des grosses cohortes, mère-enfant, au niveau européen. Donc, au lieu de travailler sur une seule avec relativement peu d'individus étudiés, ils ont élargi et donc ils avaient la puissance statistique, ce qui leur a permis, avec ce diagramme qui est ce cercle est très complexe, de faire des corrélations entre différents types d'exposition. Par exemple, quand on est exposé à un trafic, est-ce qu'il y a plus de HAP, est-ce qu'il y a plus de polluants persistants chez les personnes? Donc, c'est ça, HELIX. Exposomique, qui est donc le troisième programme donc sur l'exposome, a travaillé sur les pollutions par l'air, par l'eau, mais aussi, et je vais insister là-dessus, sur ce mécanisme qu'est l'épigénétique. Donc, toujours une cohorte mère-enfant d'ailleurs, avec des expositions pendant la période fœtale à des particules atmosphériques et des études épigénétiques qui ont eu lieu au moment de la naissance ou beaucoup plus tard pour essayer d'analyser cette implication donc, de l'exposition pendant la naissance. Je ne vais pas vous montrer les résultats de ceci, mais je vais rapidement vous parler d'un autre cas où l'épigénétique a été très importante, peut-être là où ça a été les effets de l'épigénétique ont été le plus clairs, c'est dans l'étude des fumeurs.
Dans ces études-là, ils ont comparé des fumeurs, ils ont comparé des non-fumeurs et d'anciens fumeurs, donc qui ont arrêté parfois 10, parfois 20 ans auparavant. Ils ont étudié le profil épigénétique et montré qu'il y avait un profil épigénétique différent entre les fumeurs et les non-fumeurs. Ça, on pouvait un peu s'y attendre. C'est la méthylation de l'ADN ici qui a été étudiée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont étudié les anciens fumeurs, ceux qui ont arrêté par exemple depuis 20 ans, ils ont trouvé qu'ils avaient un profil épigénétique intermédiaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas tout à fait comme les non-fumeurs. Ils ont gardé dans leur méthylation, dans leur méthylome, le souvenir, si vous voulez, ou la marque du fait qu'ils ont été fumeurs à un certain moment de leur vie. C'est pourquoi l'épigénétique est si important, parce que ça peut être un mécanisme qui explique pourquoi une exposition qui a eu lieu à un moment de la vie, très tôt par exemple, peut en réalité persister parce qu'elle est transmissible d'une cellule à une autre, elle persiste et donc augmenter le risque de pathologie beaucoup plus tard dans la vie. Ça, c'est un des apports de ce type de programme. Maintenant, il y a les nouveaux programmes qui ont juste démarré. Il y en a 9. Ils les ont mis sous forme d'un cluster. Il y a un des programmes qui est dirigé par l'INSERM, qui s'appelle Remedia. Ces programmes sont assez diversifiés. On peut les regrouper sous forme de quelques grandes catégories. Donc, il y a un premier qui s'appelle Athlète, qui est la suite de Helix. Donc, c'est toujours les cohortes mère-enfant, mais en insistant beaucoup sur le développement cognitif de l'enfant. Un programme semblable, donc Equal Life, qui est toujours sur le développement de l'enfant, mais qui va surtout étudier les facteurs sociaux. Donc, on n'étudie pas nécessairement tout à chaque fois dans l'exposome. Ici, c'est plutôt les facteurs sociaux. Et un programme beaucoup plus tard, en fait, dans la vie, plutôt sur l'âge et le vieillissement, et qui étudie différentes étapes dans la vie. Ensuite, vous avez une série de programmes qui sont focalisés sur des pathologies. Le EdiMed est focalisé sur des pathologies immunitaires comme Eximus, qui s'intéresse aux effets immunitaires, même si ce n'est pas un effet pathologique immédiat. Et Remedia, donc notre programme français dirigé par des collègues à Créteil, qui s'intéresse aux pathologies pulmonaires. Ensuite, vous avez des programmes qui sont surtout méthodologiques. Expanse va étudier l'exposome urbain, mais va rassembler beaucoup de données de cohorte. EFFOR va surtout s'intéresser au milieu du travail et HIP va étudier et développer toute une série de méthodologies importantes dans le domaine de l'exposome. Donc, vous voyez, il y a une diversité dans les différents projets et programmes de l'exposome. Évidemment, il y en a aussi aux États-Unis, au Japon et en Chine. Comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, il y a des études épidémiologiques, il y a des études cliniques, mais ce qui leur permet de réaliser ce type d'études, c'est que justement, ils ont développé, grâce au financement donc, de l'exposome, ils ont développé surtout des plateformes, notamment des plateformes analytiques et des plateformes d'analyse de data. Et ces plateformes vont être utilisées par des grands programmes d'épidémiologie ou par des cliniciens pour essayer disons, de mettre leurs études à l'ère de l'exposome. Donc, je voudrais discuter maintenant quelles sont les implications pratiques, parce qu'on a vu que c'était grand, on a vu comment on pouvait décliner ce concept en études qui sont plus focalisées et qui permettent malgré tout d'avancer. Donc, quelles implications? D'abord, cette conception multifactorielle des pathologies, par exemple, intégrer des facteurs alimentaires avec d'autres stresseurs, intégrer des facteurs socio-économiques. Donc, c'est multifactoriel et ça s'étudie exactement comme ça. Ensuite, grâce à ces programmes, on a eu des innovations méthodologiques considérables. J'ai parlé des capteurs, des détecteurs, ça va être utilisé ailleurs que dans les programmes, disons, spécifiques de l'exposome, mais ça a été développé aussi à l'occasion de ces programmes. Beaucoup d'efforts ont été faits en analytique sur le monitoring, de très gros efforts. Des plateformes sont en train d'être montées dans la modélisation mathématique, qui reste un domaine fort, et dans la recherche de biomarqueurs. Et puis, ça accompagne l'analyse des mélanges et cette notion de médecine que j'appelle la médecine systémique, c'est-à-dire qui intègre beaucoup de données venant de différentes approches. Un point important aussi, pour réussir un programme d'exposome, il faut avoir une culture multidisciplinaire et donc une éducation dans ce sens. On le répète
à chaque fois, mais c'est bien d'insister sur cette étape d'éducation parce qu'on va avoir une vision extrêmement globale. Alors, en termes d'application, peut-être un tout petit peu plus pratique, il y a des implications en santé publique. Je pense que la notion d'exposome va avoir un impact dans le domaine de la réglementation. Par exemple, l'étude des mélanges qui devient une vraie question au niveau réglementaire et beaucoup d'ailleurs d'agences s'y attellent et ce n'est pas extrêmement simple. Ça, c'est un des exemples. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où avant de réglementer dans un domaine, avant de légiférer dans un domaine, plutôt que de voir les choses de manière indépendante, les produits chimiques, la situation socio-économique, l'impact, disons, urbain de la communauté urbaine, rurale, etc. Il faut à chaque fois penser en termes plus généraux et notamment aux populations vulnérables. Et là, les programmes d'explosion permettent de mieux comprendre la vulnérabilité, qu'elle soit au cours du développement ou génétique, ou d'autres vulnérabilités pathologiques, alimentaires et autres. Et je pense qu'il y a un autre point très important dans les messages de santé publique qu'on peut faire. Avoir cette vision d'ensemble d'Exposome permet de ne pas oublier les autres facteurs de stress quand on donne un message de santé publique. Par exemple, quand on dit il faut manger 5 fruits et légumes, c'est parfait. Mais quand en même temps on dit aux gens il y a des pesticides et les pesticides c'est pas bon pour la santé, ça pose un problème. Donc il faut donner un conseil qui englobe au moins les deux. De même pour manger des poissons gras, par exemple, avec d'une part le mercure et les dioxines, d'autre part l'avantage des oméga 3 et des oméga 6. Enfin, donc il faut intégrer cela et donner des messages qui soient cohérents. Et enfin, je l'avais évoqué au début, il y a, je pense, des implications au niveau individuel dans ce que j'appelle la prévention de précision, euh, qui était présente dans la définition de la médecine de précision, mais qu'on a un peu oublié. La médecine de précision est devenue surtout une médecine qui s'intéresse à la thérapeutique, notamment dans les cancers. Or, en réalité, la prévention était bien présente dans la définition initiale. Pourquoi une meilleure prévention de précision? Parce qu'on va savoir beaucoup plus de choses sur les expositions et quel est leur impact possible, jusqu'à un jour pouvoir l'appliquer au niveau de l'individu, peut-être au niveau clinique, et améliorer la prévention qui reste un point extrêmement important. Et c'est par cette dimension-là que je voulais donc terminer mon exposé et vous remercier pour votre écoute.